Et je reçois pour ce journal des biotech Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma. Bonjour Aram. Bonjour Laurent, c'est un plaisir d'être là. Eh bien écoutez, plaisir partagé. La dernière fois où nous nous sommes parlé, c'était pour l'augmentation de capital de 2,7 millions d'euros qui a eu lieu en décembre, c'était en décembre 2023. Eh bien ça va être justement l'occasion de faire un point pour commencer sur ce qui s'est passé sur les 6 derniers mois pour TME Pharma. Alors j'ai regardé un petit peu ce qui avait été publié, à commencer par Noxa12 qui est évalué en combinaison de glioblastome dans l'étude en cours qui est baptisée Gloria, et on a eu pas mal de nouvelles, pas mal de bonnes nouvelles, on peut le dire, sur cette étude. Alors, nouvelle amélioration de la survie globale médiane à 19, allez, on va dire presque 20 mois, et surtout approbation par la FDA, l'autorité de santé américaine, du lancement de l'essai clinique de phase 2 aux États-Unis, et cerise sur le gâteau, désignation Fast Track qui est tombée début avril de cette année. Ça, j'imagine que ce sont toutes des bonnes nouvelles. Absolument, absolument. Au niveau clinique, le fait qu'on arrivé presque 20 mois pour le survie médiane, en fait, c'est important de mettre ça en contexte, ce qui est tendu avec le standard des soins qui est autour de 10 mois. D'accord. On avait un échantillon des patients traités avec le standard des soins dans un des 6 hôpitaux qui fait partie du Gloria. Et la survie médiane était de 10,5 mois pour les sociétés avec des patients avec des profils similaires. D'accord. Donc, ça suggère la possibilité d'un doublement de temps de survie. Si on regarde le survie à 21 mois, en fait, si on regarde entre 18 et 22 mois, on a 10 fois plus de survie que dans cet échantillon des standards des soins, où la survie est à 5% et nous, on est à 50%. D'accord. Donc, plusieurs suggestions que survie est impactée assez fortement par notre molécule en combinaison avec la radiothérapie et l'anti-VEGF bevacizumab. Oui, exactement. Il y a autre bonne nouvelle, à part la clinique, le réglementaire que vous avez cité, la FDA nous a donné Fast Track, ce qui veut dire qu'ils sont d'accord que c'est un besoin médical très élevé et que notre molécule a le potentiel. Il y a un intérêt. Il y a un intérêt, exact. Bon. Après, au niveau financier, on avait éliminé l'obligation convertible. Donc, en fait, en février, on avait racheté toutes les obligations convertibles qui restaient. Et on savait que l'investisseur de obligations convertibles n'avait plus d'action fin décembre 2023. Donc, il n'y a plus d'action dans les mains de cet investisseur. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est aussi une situation plus claire de ce point de vue. Plus clair. Niveau scientifique aussi, on avait une très bonne publication dans Nature Communications, une journal scientifique prestigieuse qui parlait du le premier volet de Gloria où on combinait Noxa12 qu'avec la radiothérapie. Et ils ont découvert que la présence de notre cible est un prédicteur d'efficacité. Donc ça, c'est fascinant au niveau scientifique, et ça nous donne encore plus de confiance que cette cible est importante. Et peut-être dernier point, c'est qu'on a réussi à recruter un autre conseil de surveillance, Lee Shalop, qui est probablement un des seules personnes dans le monde qui a... Faites-nous son CV express, ce nouveau membre du board. Il a un CV très intéressant, en fait. Il était banquier, analyste, financier. Après, à l'âge de 40 ans, il est allé faire son doctorat en médecine. D'accord. Et puis, jamais trop tard pour apprendre. Jamais trop tard. Et puis, il a fondé une société. Et il s'avérait que la molécule sur laquelle ils ont fondé la société s'appliquait très bien dans le glioblastome. D'accord. Donc, ça tombe bien. Ça tombe bien. Donc, il a réussi finalement à vendre cette société pour un petit peu plus de 430 millions de dollars, dont presque 80 millions au Signature. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui a une expérience très, très pertinente pour nous. Bon, on le voit, plein de nouvelles, plein de bonnes nouvelles, et pourtant, il faut le dire, Aram, les actionnaires de TME Pharma, ils s'impatientent parfois. Ils estiment que voilà, le temps de développement de Noxa12, il est encore long, bien long. Il y a une chose dont vous n'avez pas parlé, vous évoquiez récemment dans une lettre que vous leur avez adressée des, je cite, échanges constructifs avec des partenaires et investisseurs stratégiques. Et une vision claire pour l'avenir de TME Pharma.
fermez les guillemets. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de lever une partie du voile? Alors là aussi, hein, j'ai fait ma petite enquête. Invest Securities, le cabinet d'analyse, évoquait, pourquoi pas, le nom de Roche dans une note récente, Ipsen ou encore Servier. Ça vous plairait d'avoir un partenaire comme ça? Il y a des discussions, des choses qui se font avec par exemple, ces trois noms ou peut-être d'autres. Mais écoutez, je pense que le rapport d'analyste est très intéressant. Effectivement, ça vaut la peine de parler sur ces sociétés et pourquoi l'analyste les a cités. Oui. Pourquoi ils sont potentiellement des bons partenaires. Roche, bien sûr, c'est celui qui a développé d'origine la molécule anti-VEGF, bevacizumab, qui est le partenaire de combinaison de notre molécule dans l'essai clinique. Oui. Donc, il y a une certaine logique. Synergie plutôt naturelle, évidente de ce point de vue-là. Exact. Oui. Il y a aussi maintenant, il faut savoir que ces molécules-là étaient un des plus gros ventes de Roche, plus de 7 milliards par an en 2019. Après, ça a chuté à cause des génériqueurs. Donc, l'idée de redorer cette marque, si on veut, avec des combinaisons protégées, c'est peut-être intéressant. Protéger aussi, oui, ce traitement. Donc, il y a une logique là, ce qui est clair. Ce qu'ils n'ont pas dit dans ce rapport, c'est qu'il y a bien sûr les génériqueurs, qui sont aussi des partenaires potentiels, mais il y a des autres sociétés qui ont des molécules anti-VEGF qui ne sont pas le bevacizumab. Donc, il y a Regeneron, par exemple, qui a une molécule. Il y a des molécules anti-VEGF qui ne sont pas des anticorps biologiques, mais des petites molécules. Donc, il y a plein d'options dans cet espace. Bon, si on tourne après à des autres sociétés, il y a Ipsen et Servier qui étaient cités. Intéressant, Ipsen, focalisation sur l'oncologie, focalisation sur les maladies rares. Donc, en fait, on coche les deux cases parce que nous, on est dans les maladies rares. On a déjà le statut maladie orphelin en Europe et aux États-Unis. Donc, on coche cette case. Bien sûr, le glioblastome, c'est dans l'oncologie. Donc, il y a un fit stratégique pour des sociétés comme ça. Bien sûr, Ipsen n'est pas la seule à avoir cette focalisation. Donc, il y a d'autres sociétés qui ont cette focalisation. Servier, c'est intéressant. Encore focalisation sur l'oncologie, mais en particulier sur la neuro-oncologie. À savoir, ils ont acheté en 2021 une société, en fait, la division oncologie d'une société américaine qui s'appelle Agios. Avec ça, ils ont récupéré des inhibiteurs qui agissent sur les mutants d'une protéine qui s'appelle IDH1. D'accord. Donc, nous, on cible les glioblastomes. Donc, les glioblastomes sont aujourd'hui définis par les IDH1 qui est non muté. Donc, en fait, eux, ils ciblent le reste avec ça, les IDH1 mutés pour simplifier un peu les choses. Oui. Et c'est les gliomes qui sont un peu moins agressifs que les glioblastomes sur lesquels on se focalise. Bon. Mais depuis, la molécule a été approuvée par les FDA, donc ils sont commercialement actifs auprès des médecins qui traitent les cancers du cerveau. D'accord. Donc il y a, en plus du logique du domaine d'oncologie, il y a une logique commerciale parce qu'ils ont des commerciaux qui sont là auprès de ces médecins avec déjà un produit. Donc, il y a une vraie logique dans ce rapport qui est indéniable et je trouve que c'est plutôt bien réfléchi. Mais il faut généraliser ces aspects. Ce n'est pas les seuls à être dans l'oncologie et les maladies rares. Il y a quelques noms, mais il y en a plus quand je vous écoute. Ce n'est pas les seuls à être focalisés sur les cancers du cerveau. Deux questions en une. Vous êtes confiant déjà sur le fait que des discussions vont aboutir avec des partenaires. Et puis l'autre, je ne vais pas parler d'un deal idéal parce qu'il n'existe jamais vraiment, mais quel serait selon vous, ou en tout cas, quels sont les critères auxquels vous allez veiller pour qu'il soit le plus pertinent pour TME Pharma? Moi, je préfère plutôt parler des deals réels parce que, comme on a souligné dans la lettre, on voit plusieurs volets. D'abord, je pense qu'il y a un potentiel pour... Pas un accord, mais des accords. Des accords. Des accords. Déjà, on avait dit que
les subventions gouvernementales, c'est possible. On poursuit ça. Donc, je pense qu'on va avoir du soutien, j'espère en tout cas. On a des discussions dans cette direction. Et donc, ça, c'est de l'argent non dilutif, si on peut l'avoir. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Et ça donne confiance aussi que, parce que bien sûr, ce n'est pas donné aveuglement. Il y a des reviewers scientifiques derrière tout ça, avant qu'ils donnent l'argent. Donc, ça, c'est une bonne chose. Après, il y a des soutiens pour les essais cliniques en termes de matériel, etc., qui peuvent se faire aussi, et ça c'est important, par des pharma qui veulent soutenir le développement dans les maladies difficiles à traiter. Et pratiquement dans la réalisation des essais cliniques. Exact. Exact. Et après, il y a des alliances plus stratégiques, ou les licences, où soit, ça peut être mondial, mais ce qui est peut-être aussi probable, c'est des partenariats géographiques. D'accord. Où il y a des sociétés qui disent, écoutez, moi j'aurais bien aimé avoir les droits pour ce pays en Asie ou Amérique du Sud ou on sait où, Canada par exemple, et il prend une option. Donc, et il y a l'argent qui vient vers nous, qui aide à payer l'essai clinique. Donc, ce genre d'alliance peut se faire et c'est exactement, par exemple, ce que Lee Charlap a fait avec sa société Oncoceutics. Il a fait des alliances au Japon et en Chine. En fait, il a vendu les droits avant que le médicament soit approuvé. Donc, c'est une voie qu'on poursuit avec son aide, bien sûr, maintenant qu'il est sur le conseil de surveillance, de voir si on ne peut pas couper le monde, maintenir certains marchés importants pour nous, global, c'est ça. En vendant les droits dans certains pays. Bon. Donc, tout ça, c'est très important et c'est réalisable, à notre avis, d'ici la fin de l'année, certains aspects de ça. Et très important, on veut faire un ou plusieurs de ces deals avant de retourner au marché, si c'est nécessaire, pour refinancer. Voilà, donc des deals possibles et qui pourraient se conclure, qui pourraient arriver avant le besoin de refinancement de TME, précision importante. Alors le même bureau d'analyse, toujours dans la même note, évoque là aussi, parmi les ressources, j'ai envie de dire, à la portée de TME Pharma, une possible cession des droits de Nox E36 pour générer des revenus. Vous l'aviez effectivement déjà évoqué. Pouvez-vous rappeler d'ailleurs sur quoi porte ce produit et puis finalement, combien vous seriez en droit d'attendre une telle opération ? D'accord. Bon, le E36, juste pour dire rapidement, c'est aussi un aptamère fait d'ARN comme le Noxa12. Ça cible un autre chimiokine qui est important dans la migration des macrophages pro-inflammatoires. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a déclenché cette réflexion? C'est une collaboration qui date de quelques années avec un institut mondialement reconnu pour l'ophtalmologie basé à Singapour qui a découvert que le Nox E36 peut avoir un effet bénéfique sur le succès des chirurgies des yeux en bloquant la fibrose après. Donc, ça s'applique par exemple dans le glaucome. Quand les patients finalement sont résistants à toutes les pharmacothérapies, il faut créer un petit trou pour il faut un acte chirurgical. Il faut un acte chirurgical. Ouais. Et donc, le but là, c'est de rendre cet acte chirurgical plus durable et avec un taux de réussite plus élevé. Donc, très intéressant comme indication, surtout parce que la conclusion, le critère de succès est à quelques mois de l'opération. Donc, on n'a pas besoin d'attendre. Ça va plus vite. Ça va plus vite que les glioblastomes. Alors, autre atout intéressant pour le Nox E36, c'est déjà elle est dans les cliniques. On a des données des patients, des volontaires sains, les patients diabétiques, et on sait que le glaucome arrive souvent chez les diabétiques. Après, on a déjà des fournitures pour un essai clinique en stock. On n'a pas besoin de fabriquer, donc on a... Tout est prêt. Tout est prêt. Donc, c'est quelque chose qui est presque clé en main pour un investisseur d'aller rapidement vers des augmentations de valeur, peut-être des exits.
Alors justement, combien vous le valorisez, vous, ce Nox? Bon, ça c'est une excellente question et ça dépend dans combien d'indications c'est relevant. Le chirurgie liée à la glaucome, ce n'est pas un énorme marché, mais la fibrose déjà un petit peu plus est appliquée dans plusieurs indications très grandes avec un potentiel blockbuster. Bon. Donc ça, c'est très intéressant. Je cite aussi la molécule Izervay, qui était récemment achetée par Astellas pour presque 6 milliards de dollars dans l'ophtalmologie. Donc ça, c'est quelque chose qui était acheté en phase 3, juste avant l'AMM, pour une indication qui s'appelle atrophie géographique. Donc, il y a du potentiel dans l'ophtalmologie. Je ne promets pas 6 milliards, ça c'est sûr. Mais je pense qu'on a plein d'atouts dans cette molécule qui fait en sorte que ça va intéresser les investisseurs. Voilà, pour externaliser de la valeur. Côté financement, dernière opération en date, c'était l'augmentation de capital de 2,35 millions d'euros. Elle a été réalisée dans le cadre d'un placement privé avec participation d'investisseurs individuels dans le cadre de Primary Bid. On a désormais de la visibilité jusqu'en décembre 2024. Vous l'avez déjà un petit peu évoqué, c'est une question qui revient un peu souvent dans le journal des biotech, mais d'ici à cette prochaine échéance, qu'est-ce que vous devrez avoir accompli, Aram? Ce qu'on avait discuté, le but, c'est d'avoir plusieurs volets, plusieurs deals en place, financement gouvernemental, peut-être un collaboration deal, dans les essais cliniques. Collaboration sur les essais cliniques, et idéalement, un ou plusieurs licences géographiques ou stratégiques. Bon, voilà, très clair là-dessus. Un dernier point peut-être pour finir, il y a la faiblesse du cours de TME, ça entraîne beaucoup de volatilité là aussi. Est-ce que vous réfléchissez peut-être à des moyens de, pourquoi pas un regroupement d'actions? C'est quelque chose auquel vous pensez ou c'est... Écoutez, le sujet de notre réflexion aujourd'hui, c'est d'exécuter sur notre stratégie. Exécuter la stratégie, c'est la priorité. C'est la priorité aujourd'hui et on focalisait tous nos efforts sur ça. Bon ben voilà, Aram Mangasarian, explication très concrète sur la situation de TME Pharma et les discussions en cours. Merci beaucoup Aram. Merci Laurent. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.